que déjà en 2019-2021, vous aviez entamé des réformes qui ont vu la transformation de certaines structures. Alors, merci beaucoup. Monsieur le ministre, chers collègues, je pense qu'il est tout à fait républicain de commencer par saluer la vision du président de la République, parce que au travers de tout ce que nous avons pu faire en 2019 jusqu'en 2021, c'était déjà la matérialisation de sa vision. Et donc, m'ayant ramené à la tête de ces ministères en 2025, j'ai le devoir républicain de le remercier, de remercier notre Premier ministre et de dire que nous avons devant nous un chantier qui avait commencé déjà depuis 2019 sous sa houlette. Et de ce point de vue, je pense qu'il est aujourd'hui de notoriété publique que nous avions ensemble conçu un programme assez pertinent de développement de l'entrepreneuriat dans notre pays. Déjà, il faut savoir qu'à l'époque, ce ministère ne s'appelait pas ministère de l'entrepreneuriat. Il était ministère des classes moyennes, petites et moyennes entreprises, artisanat et tout ça. Et donc, nous avons compris finalement que c'est plus englobant de parler de l'entrepreneuriat d'abord, parce qu'il y a aussi les très petites entreprises, il y a les micro-entreprises qui ne sont pas forcément des petites et moyennes entreprises. Et donc, la réforme a commencé à travers cette conception assez pertinente du programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, PRONADEC. Et ça, c'est un programme qui a été discuté en Conseil des ministres, approuvé et adopté. Alors, pour faire court, ce programme, il reposait sur 3 C, dans un grand C. Voilà. Alors, très rapidement, le premier C, c'est la capacitation. Donc, pour entreprendre, c'est vrai, on peut avoir des facultés innées, mais attention, il faut se faire former à travers peut-être les coachings, à travers une formation classique, à travers les mentorats. Il faut se laisser couler dans ces moules-là entrepreneuriales qui permettent à ce que on sorte d'une connaissance théorique vers une connaissance tout à fait pratique. Et donc, le premier C, il est très important. Et aujourd'hui, dans notre pays, je pense que nous devons aller plus loin que ça. Nous devons aller jusqu'à introduire le cours de l'entrepreneuriat au niveau de la formation des bases, la formation élémentaire. Tout cela pour anticiper, par exemple, toutes sortes de déperditions scolaires. On sait, quand on commence peut-être l'école, on n'est pas très sûr de finir le cycle. Et comme ça, on peut tomber sur ses deux pieds. Et donc, il faut absolument la capacitation de nos jeunes. Alors, deuxième C, mais attention, je fais un petit recul par rapport à la capacitation. Chaque fois, devant un C, nous avons mis en place une institution pertinente. Et donc, sur le volet capacitation, nous avons transformé l'OPEC ancien en ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et donc, deuxième C, c'est le crédit. La plupart des jeunes, la plupart des mamans se plaignent des difficultés énormissimes d'accéder au crédit. Et donc, il fallait trouver une solution à cette problématique qui est très généralisée. Et pour cela, nous avons créé une autre institution intéressante, le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Pourquoi? Parce que le système bancaire classique, il doit fonctionner, mais parce que souvent on exige des garanties en termes parfois hypothécaires à des jeunes qui n'ont pas encore de ressources.
des garanties peut-être collatérales et autres. Et donc, il nous faut avoir un instrument qui va nous permettre de dire, ces jeunes-là, ils ont déjà franchi les premiers C, donc ils ont été formés. Ils sont dressés pour entreprendre, parce qu'il faut avoir la rage d'entreprendre. Alors, parce qu'ils ont la rage d'entreprendre, vous pouvez donner l'argent sans peur. Et en donnant cet argent, vous êtes sûr d'être remboursé. Et au cas où vous n'êtes pas remboursé, nous faisons des garanties, nous allons rembourser parce que nous avons toutes les garanties que ces personnes-là vont entreprendre. Alors, troisième C, très vite, il est un peu tiré comme ça, c'est le contrat des marchés. En fait, nous voulons donner une clé passe-partout à nos jeunes pour ouvrir la porte des marchés. Et c'est important que lorsqu'on a appris et on a reçu le crédit, on a disponibilisé biens et services qu'il y ait accès au marché. Et c'est pour cela que vous avez des institutions comme ARSP, cette agence-là qui régule la sous-traitance dans le secteur privé, qui permettent à ce que les Congolais moyens, au travers de leur PME, puissent s'insérer dans les activités des entreprises de classe mondiale. C'est une insertion dans la chaîne des valeurs pour permettre à ce que tout l'argent qui est recyclé dans ces secteurs-là, qui sont importants comme les mines, les hydrocarbures et autres, ne soit pas externalisé. Il faut que ça soit réinvesti au pays avec, comme conséquence, création d'emplois, circulation ou ruissellement des richesses. Et donc, la RSP, c'est un pied. Et voici qu'en 2022, nous avons une très très bonne ordonnance, loi, qui vient créer aussi la sous-traitance dans les secteurs publics, en termes des marchés publics. Monsieur le ministre, pour commentaire, aujourd'hui, cette loi-là, qui est encore méconnue, je pense que nous irons ensemble avec un bâton là pour la vulgariser sur un marché public qui est gagné par une entreprise de classe mondiale. 40% doivent être sous-traités au PME des droits congolais. Exemple. Aérogare d'Engie, j'aime bien cet exemple. Supposons que ce soit 1 milliard de dollars pour faire tout ce qu'il faut faire sur la plateforme aéroportuaire d'Engie. Et donc, la vision du président est que 400 millions sur les milliards soient sous-traités à des PME des droits congolais. Ça peut être en termes de carrelage, je ne sais pas moi, tuyauterie, plomberie, mais c'est des Congolais qui doivent accéder à ces marchés. Et donc, c'est des éléments qui nous permettent à ce qu'on avance vite. Il y a une préférence nationale qui est vraiment posée pour que nous puissions, même sur des marchés à l'intérieur de nos provinces, donner de la place aux PME des droits congolais. Dans un grand C, c'est 3C dans un grand C. 3C dans un grand C. Est-ce que je vais dans les grands C? Très vite. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, tout cela ne peut être possible que si nous avons un environnement parce que ces entreprises-là, ce sont des êtres vivants qui naissent, qui croissent, qui se multiplient. C'est comme ça qu'on a des filiales et des filiales. Voilà ce qui a commencé à être fait et qui va se poursuivre avec une vitesse exponentielle. Voilà, on aura l'occasion de revenir à vous, le temps d'écouter un extrait du discours du président de la République qui, je le rappelle, a fait de l'emploi l'un de ses 6 engagements majeurs durant la dernière campagne électorale. On va écouter le président de la République et on va revenir pour aller de plein pied sur les sujets de ce soir. Je voudrais m'adresser à vous directement. Je connais vos doutes, vos frustrations, parfois votre colère. Je connais aussi votre courage, votre intelligence, votre capacité à vous organiser, à innover, à entreprendre, même avec très peu.
vous n'êtes pas seulement les bénéficiaires des politiques publiques, vous en êtes aussi les co-auteurs légitimes. Je vous invite à partager activement, à participer plutôt activement à ces travaux, à faire entendre vos idées, vos propositions, vos critiques constructives. N'ayez pas peur de demander des comptes, mais soyez aussi prêts à prendre votre part de... Voilà, c'était un extrait de l'allocution du président de la République aux jeunes qui ont été réunis par centaines au Palais du Peuple à l'occasion de ces tables rondes. Il rappelait là son engagement. Monsieur le ministre, je sais que le président en Conseil de ministres nous en a parlé et il a mis suffisamment de son leadership pour que ces travaux se tiennent très rapidement. Les travaux se sont tenus, le président était là à l'ouverture. Nous avons vu qu'il a même suivi les travaux qui se déroulaient en commission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on n'aura sûrement pas le temps de faire les résumés de tous ces 3 jours de travaux et de toutes ces réflexions, mais qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme synthèse des principales recommandations, des principaux défis, mais surtout de comment vous avez capté les énergies positives de jeunes qui sont venus de l'intérieur comme de l'extérieur du pays durant ces travaux, et dire aussi concrètement par où on commence après tout ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il est aussi important de rappeler quelques éléments assez précis. Cette table ronde a été convoquée à l'initiative du président de la République lui-même. Alors, il a non seulement convoqué, mais il a aussi présidé. Il a lancé les travaux. Il a clôturé les travaux. Mais entre les lancements et la clôture, il y avait les ateliers. Il a participé même aux ateliers, ce qui est une première. Et je pense qu'il est bon que les Congolais le sachent. 3 jours consécutifs de mobilisation présidentielle. Pour ceux qui connaissent la lourdeur, la charge de l'agenda du président de la République, ils comprennent de quoi je parle. S'ils se mobilisent 3 jours durant de manière consécutive. Et donc nous avons eu la participation de 475 jeunes. 475 jeunes et autres qui sont venus de partout, des provinces, de la diaspora et même de la capitale. Et nous avons eu au total 305 recommandations. C'est énorme. Et c'était un travail de titan. Et 12 fléaux. Alors, tout cela procède des 12 fléaux. Merci, monsieur le ministre, pour ces compléments. Donc, on a identifié 12 fléaux, mais ces 12 fléaux, ils découlent d'un état des lieux qui a été fait et qui montre clairement que nous avons un problème dans notre pays où le chômage, dont on a des taux approximatifs, le chômage, il est quand même là, il est abyssal. Et il n'est pas acceptable que dans un pays qui a 65% des jeunes dans sa population et qui est considéré comme le coffre-fort du monde en termes de ressources naturelles, mais qui est un tel taux de chômage. Cela n'est pas concevable. Et donc, il faut absolument renverser la table. C'est pour ça qu'elle était ronde. Il fallait faire un tour à 360 degrés. Renverser tout sans complaisance. Et nous avons fait un état des lieux, effectivement, sans complaisance. Qu'est-ce qui s'est passé au juste et qu'est-ce qui a été décidé? Je ne vais pas aller fléau par fléau. Je crois qu'on peut ramasser toutes ces choses en 3 axes et 2 pieds. Tout ce qui s'est passé. On peut ramasser ça en 3 axes et 2 pieds. Alors, quels sont ces axes? Le chef de l'État a pris cet engagement. Il faut créer massivement les emplois. Et il a précisé lui-même à travers la promotion de l'entrepreneuriat. Ça, c'est lui-même qui l'a dit. Et donc, il nous a montré comment créer les emplois. Nous avons besoin d'emplois, il faut promouvoir l'entrepreneuriat. Comment faire pour avoir les entreprises qui soient efficaces si on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée,
Parce que les entreprises sont faites pour répondre à des besoins sociaux. Vous avez des besoins de développement, des besoins de survie, des besoins économiques, toutes sortes de besoins de transport, en logistique, en infrastructure, mais il faut des entreprises pour ça. Mais les entreprises travaillent avec une main-d'œuvre qui doit être qualifiée. Voilà pourquoi on a ces 3 axes. Emploi, entreprise, formation professionnelle. Et donc, si nous arrivons à mettre une cohérence entre ces 3 axes, les résultats sont garantis. Les 2 pieds, et je vais aller dans les détails après, c'est la gouvernance, là aussi, 2 axes en termes de pilotage du projet ou du programme présidentiel. Comment ça va se passer? 2e élément, en termes de suivi et évaluation. Il y a quelqu'un qui disait, lorsqu'on est dans la gouvernance, il faut rester dans cette proportionnalité de 1% des rationalités ou des conceptions, 99% des sueurs ou des transpirations. C'est le suivi. Donc, si vous arrivez à suivre, vous avez déjà 99% des chances de réussir. Alors, maintenant, 2e pied, très important, le financement. Parce qu'on peut avoir des axes, on peut avoir des activités à mener, mais il faut qu'il y ait un financement conséquent. Alors, est-ce que vous permettez que j'aille dans les détails? Allez-y, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Voilà. Très, très vite, je commence par la formation professionnelle. Nous avons constaté que nous formons énormément de nos jeunes, énormément de jeunes. Et d'ailleurs, si les chiffres sont bons, chaque année, c'est entre 10 000, je ne sais pas, 10 millions ou 10 000, je ne sais plus, des jeunes qui sortent de nos universités, 10 000, 12 000 chaque année, c'est beaucoup trop. Mais qui sont formés dans quoi? Pendant que notre pays a mis les curseurs sur l'extraction minière, sur l'agriculture, sur les télécommunications, toutes ces choses-là qui sont techniques. Mais est-ce qu'on a des écoles, des métiers qui préparent nos jeunes à travailler, à s'insérer dans ces éléments qui sont techniques? Non. Nous avons peut-être des écoles, des polytechniques, où on forme des ingénieurs, par exemple, pour les mines. Mais attention. Mais je crois que c'est la faculté la moins peuplée à l'UNIKIN. Voilà, c'est la moins peuplée. Et non même pas des facultés intermédiaires ou des classes intermédiaires. Regardez ce qui se passe en médecine. On a des médecins qui peuvent être des spécialistes. Après, il y a quand même des assistants médicaux. Il y a quand même des infirmiers. Il y a quand même des sages-femmes. Mais est-ce que vous avez ce genre de formation en mine et carrière? Pas du tout. Est-ce que nous avons ce genre de formation pour que notre agriculture soit portée par nos jeunes? Pas du tout. Est-ce qu'on a ça? Donc, il faut aller vers ces choses-là pour offrir au pays les ressources humaines dont il a besoin pour son développement. Et là, une des préconisations, c'est que, tout de suite, il faut absolument que l'État prenne en charge, prenne sur ses épaules, la nécessité d'avoir une grande école de formation professionnelle dans chaque province, selon les filières de chaque province. Comme ça, on sait que la main-d'œuvre qui va être sollicitée par les entreprises dans cette province-là, elle est préparée, elle est formée. Et ça permet de réconcilier la qualification professionnelle avec l'entrepreneuriat pour produire les emplois. Et donc, il y a plusieurs axes d'action qui sont préconisés. Et par exemple, aujourd'hui, nous allons faire en sorte que même sur les cursus classiques, il y ait quand même ouverture du programme sur des questions de formation professionnelle. Avec tout ce qui va avec, notamment les stages professionnels qui doivent commencer très tôt. Ailleurs, oui. Non, Monsieur le ministre, peut-être qu'il faut déjà donner la démarcation qui peut exister entre ce que vous appelez filière formation professionnelle et ce que vous avez dit précédemment, des notions d'entrepreneuriat qu'on doit, par exemple, insérer dans notre curricula. D'accord. Alors, les notions d'entrepreneuriat, c'est les ABC
de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire les tout premiers réflexes qu'un enfant doit avoir. Par exemple, savoir que nous sommes dans un milieu où il n'y a pas de savon. Pour acheter les savons, mes parents vont toujours à 10 km de là. Est-ce que c'est normal? Non. Comment on fait pour faire les savons? Vous savez, ailleurs, il y a même des jeux qu'on appelle des Lego et tout ça, qui préparent les enfants à créer, à fabriquer des petites choses, mais c'est lié au développement de cette société-là. Et donc ça, c'est les ABCD, de sorte que même s'il commence, il échoue, il est en échouement scolaire, il va sortir de l'école. Et là, j'ai toujours donné un exemple, un ouvrage intéressant que j'ai lu. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Alors, c'est un titre très contrasté. Pour juste dire que quand on rate les études, on doit retomber sur ses deux pieds, on refuse de mourir, et donc on doit entreprendre. Et en entreprenant, peut-être qu'on va venir employer ceux qui étaient nos premiers de classe. Parce qu'on a entrepris, on a créé une entreprise, et eux, ils étaient intelligents sur telle ou telle filière, on les reprend comme employés, on est PDG. Et donc, si aujourd'hui, nous disons qu'il faut quand même aussi mettre un peu d'entrepreneuriat, c'est plus en termes de stage professionnel, et qui vous prépare à une orientation professionnelle. Par exemple, aujourd'hui, si je suis en primaire ou en secondaire, je suis allé en stage dans un hôpital, je peux nourrir l'ambition de devenir médecin parce que j'ai vu comment ça se passe. J'ai vu comment un enfant pénètre dans une maternité. Ah, je voudrais devenir sage-femme. Ça donne une incitation à une vocation que l'on aura. Mais vous dites deux choses intéressantes, Monsieur le Ministre, on va donner l'espace aux journalistes, mais l'entrepreneuriat ailleurs, tel que nous voyons, c'est une culture qui s'est transmise des générations en génération. Tout à l'heure, vous avez parlé des filières ou des formations professionnelles en fonction des spécificités de nos provinces, si je vous ai bien suivi. Oui. Alors, comment dès lors on arrive dans un contexte général de faire de l'entrepreneuriat une culture qui peut aller de père en fils, de fils en fils, de fils en petit-fils? Très bien. D'abord, il faut tout de suite épingler un domaine qui est très important dans ce que vous dites. Ça s'appelle l'artisanat. L'artisanat, c'est vraiment cette connaissance qui est parfois basique, qui est familiale et qui se transmet fortement de père à fils. Artisan boulanger, vous allez voir que souvent, c'est le père qui était boulanger. Et en étant boulanger, il travaillait avec ses enfants. Un des enfants devient boulanger parce qu'il a été formé à travers ce qu'on appelle l'apprentissage, qui est une notion un peu différente de tout ce dont nous parlons maintenant. Et nous avons des filières qui sont très orientées vers l'artisanat. Ça, c'est très important comme maillon de la société qu'on puisse développer. Si je vous montre la loi sur l'artisanat, on a 8 grosses filières. C'est impensable que toutes ces filières soient dans l'artisanat. Et donc, le côté artisanal, c'est la pratique. Mais malgré tout, si on veut devenir entrepreneur, il faut qu'on ait ne fût-ce qu'une petite connaissance de comment on gère. Comment on gère son entreprise? Comment on fait l'économie? Comment on fait face aux besoins de remboursement? Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui vient maintenant emballer tout ça, couvrir tout ça, faire en sorte que l'on soit dans l'artisanat ou dans l'entrepreneuriat pur. Déjà, nous avons des lois différentes. La loi sur la promotion de l'entrepreneuriat et des startups. Et on a la loi sur la promotion de l'artisanat. Donc, c'est des domaines qui se complètent, mais qui sont un peu différents. Voilà, Monsieur Alors, le Ministre. Maintenant, je peux avancer vite sur les Allez-y, autres. s'il vous plaît. Allez-y. Avant de prendre les questions, parce que je n'en étais qu'à la formation professionnelle. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, maintenant, le deuxième pied, c'est l'emploi. Ici, je voudrais que nous puissions nous comprendre. L'emploi, c'est l'emploi qui donne un statut social. Dans plusieurs pays, c'est parce que vous avez un emploi durable et décent que vous pouvez même accéder à un crédit bancaire. Donc, si on n'a pas d'emploi décent, durable, on est regardé comme quelqu'un qui n'est pas dans la société. Donc, il faut permettre à ce que nos jeunes
accèdent à des emplois décents et durables et qu'ils fassent une politique cohérente de leur cursus professionnel. Et c'est pour ça que nous avons regardé de bout en bout les problématiques liées à l'accès à l'emploi, même dans le secteur public. Monsieur le ministre, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde la question d'accès à l'emploi, même dans les structures publiques, elle est totalement inégalitaire et discriminatoire. Je pense que les Congolais savent que pour avoir un emploi, même dans une entreprise du portefeuille de l'État, il faut avoir un frère qui est soit DG, soit ministre, soit député. Mais est-ce que tous les 110 millions de Congolais ont des frères députés, ministres, DG? Donc il faut arriver à enrayer les discriminations liées à ces choses-là. C'est pour ça qu'on a fait des préconisations intéressantes, des grandes préconisations. La première, l'Office national de l'emploi, qui fonctionne de manière aujourd'hui pas cohérente, va devenir Office national de l'emploi et de l'égalité des chances. Parce que le chef de l'État a beaucoup insisté sur la nécessité d'établir des règles qui permettent à ce qu'il y ait égalité des chances d'accès à l'emploi pour tous les jeunes Congolais. Et ça, nous martelons là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on va faire recours à des CV pour emploi qui sont anonymes et qui ne renseignent pas sur les origines, les provinces, tout ça. C'est des CV avec numéro et codification pour commencer à balayer ces réflexes qui est rétrograde. Deuxième chose qu'on va faire dans le secteur de l'emploi, parce que si je vais dans l'ONEM, il y a beaucoup de choses qui sont là-dedans. Nous allons faire en sorte que l'inspection générale du travail devienne réellement cet organisme de contrôle et qui a autorité à la fois sur les employeurs et sur les employés. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même constater que ce régime-là, il est déséquilibré. On a des employeurs qui sont nantis, on a des employés qui sont démunis. Ils sont devant une inspection générale du travail qui est, elle, plus démunie que toutes les deux premières catégories. Ça ne va pas. Elle va asseoir quoi? En faisant quoi? Donc, il faut avoir, à l'instar de l'inspection générale des finances, une inspection générale du travail et de l'emploi qui soit vraiment à la hauteur de sa tâche avec un équipement conséquent. On peut continuer, il y en a beaucoup les mesures. Je passe vite à l'entrepreneuriat parce qu'il faut que j'en parle. Je suis ministre de l'entrepreneuriat. Allez-y. Voilà. Entrepreneuriat. Monsieur le ministre, nous devons absolument faire en sorte que chaque jeune puisse accéder soit à l'emploi, ou alors il crée sa propre entreprise. Il n'est pas possible de résoudre les problèmes d'emploi dans ces pays avec les entreprises du secteur du portefeuille de l'État. Mais il semble qu'on est formé à être des demandeurs d'emploi plutôt qu'à être de créateurs d'emplois, Monsieur le ministre. Justement, c'est pour ça qu'il y a la réforme de tous les programmes d'enseignement pour qu'on commence à mettre l'entrepreneuriat là-bas, pour qu'on commence à mettre les stages, pour faire en sorte que nous soyons nous-mêmes conscients du fait que les entreprises dans lesquelles on veut travailler là ont commencé par des idées d'autres personnes qui nous ont précédés sur cette terre. Personne n'a créé une entreprise sans les idées. Si je vais avoir une entreprise, c'est parce que j'ai identifié un besoin social. Et je me dis, il faut que je me donne les moyens pour rencontrer ces besoins. Et donc, un jeune qui réfléchit aux besoins de sa société peut dire, je n'ai pas besoin d'aller demander de l'emploi auprès d'une entreprise, peut-être qui n'a même pas les qualifications nécessaires pour rencontrer ces besoins. Je vais moi-même initier la création d'une entreprise. Mais il faut qu'il soit accompagné pour cela. Et c'est pour ça que nous voulons changer la mentalité de nos jeunes. Faire en sorte que lorsque vous terminez, vous êtes jeune, votre premier réflexe ne soit pas « j'ai l'honneur de solliciter un poste de ceci au sein de la fonction publique ». Alors, pour cela,
J'avais déjà donné le programme des 3C. Vous avez compris que c'est un accompagnement colossal que le président Félix Antoine Tshisekedi a mis en place depuis 2019. C'est lui qui l'a fait. Nous étions aux affaires. Mais aujourd'hui, nous avons un programme fabuleux. Et je vais l'esquisser en quelques mots. Constat. Je l'ai dit et je le redis. Le président de la République a constaté que depuis 2006, notre pays finance un concours politique qu'on appelle les élections. C'est un concours politique pour que des gens occupent 500 sièges à l'Assemblée nationale et 708 sièges aux assemblées provinciales. Donc nous avons autour de 1208 champions politiques tous les 5 ans. Mais à quel prix? 550 millions, attention, sous réserve des chiffres, je ne suis pas ministre des Finances. Environ 550 millions de dollars en 2006. Environ 700 millions de dollars en 2011. 1 milliard en 2018. 1 milliard et des poussières en 2023. Je suis d'accord qu'il faut financer la démocratie, je suis d'accord. Il faut stabiliser le pays. Mais pas que. Et donc nous disons, avec ces genres d'opportunités politiques qui sont en train de transformer notre pays, d'amener tous les jeunes à convoiter la politique, même un médecin qui est talentueux, qui peut faire des opérations incroyables, il veut quand même devenir politicien. Même un avocat talentueux, il dit non, je dois aller en politique. Pourquoi? Parce que c'est là où se retrouve ascenseur social le plus rapide du monde. Est-ce que c'est normal? Donc nous disons, parce qu'on a montré que ça à notre société, même nos mamans dans nos villages font la politique. Les jours où il y a un politicien qui arrive, il n'y a pas de champ. On est en train de déstructurer la société. Il faut offrir une autre opportunité à la société. En réplique, nous allons organiser le concours national des plans d'affaires simplifiés partout. Territoire par territoire, circonscription électorale par circonscription électorale, devenue circonscription entrepreneuriale. Monsieur le ministre, vous allez y aller, oui. Mais il faut tout de suite qu'on donne une précision, oui, pour éviter la confusion, oui, que vous n'appelez pas à la suppression des élections. Non. Mais vous considérez que ce que nous investissons dans les élections peut aussi être investi pour avoir des jeunes champions dans tous les territoires, exactement comme on a des élus. Vous avez tout dit, monsieur. Voilà, allez-y, c'était une précision nécessaire. Très charmé par votre capacité de synthèse. Donc, c'est certain qu'on continuera à aller aux élections. Moi-même, je suis produit des élections. Depuis 2006, je n'ai jamais raté. Voilà. Absolument. Donc, je suis produit de ça, mais je ne suis pas d'accord qu'on continue à faire que ça. C'est pour ça que nous disons, pour qu'on ait une base rationnelle, qui respecte les équilibres. Nous partons de la même circonscription électorale. Nous disons, il y a combien de sièges dans cette circonscription? Exemple, dans une circonscription, j'ai 5 sièges nationaux, j'ai 15 provinciaux, ça me fait combien? 20. D'accord? Donc, tous les 5 ans, il y a 20 champions politiques. Maintenant, moi je vais avoir, et c'est ça la volonté du président, nous devons avoir tous les 2 ans et demi, maximum 3 ans, des champions entrepreneuriaux. Même nombre de sièges que nous avons au niveau national et provincial. On additionne, mais on fait x2 pour rattraper les retards que la politique nous a obligés d'avoir. Donc, au lieu d'avoir 20 entrepreneurs, on va en produire 40 par concours. Mais nous avons appelé ces concours plan d'affaires simplifié, parce que plan d'affaires, ça peut paraître savant. Mais quand c'est simplifié, c'est juste des idées que vous mettez sur la table. On peut vous aider à les agencer, même au moyen de l'intelligence artificielle, on les fait, mais on considère que c'est tellement pertinent. Et nous regardons la cohérence
entre ces idées-là et les autres dans la circonscription, parce que c'est une unité. Vous savez que nous avons des territoires qui sont plus grands parfois en superficie que certains pays. Et donc, un territoire, c'est vraiment quasiment un pays. Donc, on peut voir comment faire en sorte que les circuits économiques qui vont être créés en finançant ces entrepreneurs, ces porteurs de projets, j'ai envie de les appeler comme ça, soient complémentaires. Et ça va faire en sorte que, au lieu d'attendre tous les 5 ans, que la campagne électorale passe par là pour que les gens, les jeunes, les femmes obtiennent du savon, des habits, je ne sais quoi, des pagnes, ben, tous les 3 ans, les jeunes, les femmes vont se préparer avec des idées, vont réfléchir à quelque chose qu'il faut faire pour développer leur contrée, pour répondre à des besoins là-bas. Et ça va changer notre façon de considérer nos propres vies en ruralité. Aujourd'hui, tout le monde peut se déporter à Kinshasa, même avec des motos sur la route. C'est un business plan, ça aussi. Attention, c'est des choses qu'on ne peut pas encourager. Ces jeunes peuvent travailler dans leur contrée et être soutenus par l'État. Dernier commentaire sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Nous n'allons pas donner de l'argent aux porteurs de projets. Quand vous êtes retenus, vous serez signifiés, vous serez formés, et vous allez nous dire, vous avez besoin de quel équipement? Nous allons commander cet équipement pour vous. Nous allons vous livrer l'équipement avec un petit fonds de roulement. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de détournement des fonds. On est d'accord? Alors, sur cette base, vous allez avoir un coach qui va vous suivre. Et vous allez commencer à économiser pour essayer de rembourser. Lorsque vous arrivez à atteindre dans vos économies ces montants, vous êtes un champion. Vous dites tellement de belles choses, Monsieur le Ministre, que je souhaiterais que vous puissiez très rapidement, peut-être en 2-3 minutes, terminer les parties restantes pour permettre aux journalistes de revenir avec des questions qui vous permettront de clarifier pour que ceux qui nous suivent comprennent la pertinence des travaux qui se sont tenus récemment. Alors, ces travaux-là, dans les 3 pieds, pour me résumer, vont créer une corrélation très cohérente entre la formation professionnelle, l'entrepreneuriat et la création d'emplois. Si nous soutenons les porteurs de projets sur l'ensemble du pays, avec effet de démultiplication, il faut s'assurer que dans chaque petit business plan simplifié, il y a aussi un nombre d'emplois que vous créez. L'entrepreneur lui-même, il est déjà dans l'auto-emploi. Après, il va utiliser d'autres personnes. C'est des emplois qui vont être créés. À la fin, parce que c'est une autoroute qui va être créée, cette opportunité, c'est une autoroute. Celui qui voudrait former les enfants qui sont dans les territoires reculés, il a un incubateur spécifique pour cette province, il va aller se mettre autour de cette autoroute pour commencer à former les jeunes qui se préparent au prochain concours. Celui qui a la microfinance, il va dire, oh ben maintenant je peux aller pour servir parce qu'il y aura un fonds de déroulement qui va passer par là, il n'y a pas de banque là-bas, il n'y a pas ceci, je vais aller installer mon institution là-bas. Donc c'est une autoroute qui va devenir un projet structurant, qui va nous amener à avoir beaucoup d'autres opportunités en termes de transport, surtout qu'il est arrimé au PDL 145T. Donc, pour donner la possibilité aux journalistes de poser des questions, enfin, parce qu'on ne va pas épuiser ces sujets. Enfin. Bon. Merci. Voilà. Alors, je rappelle que durant ces travaux, vous avez travaillé activement avec nos collègues du gouvernement, notamment le ministre d'État, ministre de la Formation professionnelle, genre et famille, jeunesse, personnes vivant avec handicap et ministre du Travail. Justement, parce que je pense qu'elle ne va pas être contente si je ne dis pas ça. Nous allons promouvoir de manière tout à fait exemplaire en Afrique ce qu'on appelle le handipreneuriat. C'est l'entrepreneuriat des personnes vivant avec handicap, qui est un type très spécifique. Et nous allons développer là une école sur la langue des signes.
pour les personnes qui ne parlent pas ou qui n'entendent pas. La langue des signes va devenir quelque chose de consacré parce que nous voulons lutter contre toute forme de discrimination au niveau de la société. Et même dans notre programme de concours des plans d'affaires, nous allons refléter les équilibres de notre société. Aujourd'hui, c'est 10 à 13% de la population qui sont handicapés. Et donc, lorsqu'on va faire les allocations, même en termes de projets, il y aura une fourchette d'environ 10% totalement dédiée aux personnes vivant avec handicap, même dans le financement des porteurs de projets. Merci beaucoup, voilà. Monsieur le ministre. C'est un engagement du président de la République. Je crois que même toutes les infrastructures construites dans les cadres des Jeux de la francophonie, par exemple, comprennent des accès, y compris aux personnes vivant avec handicap, parce que nous tous, nous pouvons potentiellement, c'est pas le souhait, le devenir, et donc il est important de s'assurer que avec cette politique d'inclusion, tout le monde trouve sa place. Bon, on va essayer d'avancer avec les questions finalement. On va commencer par Monsieur Amédée Moirabou, qui sera suivi de Monsieur Patrick Lacoué. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Monsieur le ministre de l'Entrepreneuriat, je pose directement ma question. Quelles sont les résolutions, j'insiste bien, d'ordre scientifique à ce qui concerne les diagnostics du chômage des jeunes, à ce qui concerne les solutions à la création des emplois des jeunes qui sont sortis de cette table ronde que vous avez organisée. Je pose cette question parce que je sais que les économies qui avancent, ce sont les économies qui mettent la science à l'avant-garde. Au fait, je demande quelle a été la part de la science pour cette table ronde que vous avez organisée. Deuxième question, Excellence, le principal problème à ce qui concerne l'emploi en République démocratique du Congo, c'est le chômage de masse. Et ce chômage de masse concerne aussi bien les jeunes que les adultes. Mais vous organisez une table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en omettant le chômage des adultes. Mais pour autant, j'aimerais quand même savoir, Excellence, qu'est-ce que votre ministère, parce que vous êtes le ministre de l'entrepreneuriat, peut faire pour promouvoir l'entrepreneuriat dans un pays où 80% d'habitants sont confrontés à l'extrême pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale? Est-ce possible, le challenge que vous vous donnez? Si le ministre le permet, je peux poser la dernière question. Vous avez parlé de tout, sauf avancer, ne serait-ce qu'un seul chiffre. Vous avez cité un certain nombre d'institutions qui ont été mises ou créées pour promouvoir l'entrepreneuriat ou l'emploi des jeunes, l'ANADEC, le FOGEC, mais toutes ces institutions, c'est des institutions qui sont sous-capitalisées. Le FOGEC n'a pas $1 milliard, même pas 100 millions. Qu'en est-il de financement? Puisque je vous ai suivi lors de la clôture, vous avez dit vous réservez la primeur à ce qui concerne les financements au président de la République, mais on aimerait quand même savoir. Merci. Voilà. Merci, Monsieur le ministre. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur Amédée Moirabou, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, première question, les résolutions d'ordre scientifique. D'abord, pour vous apaiser, nous avions toute une cellule des scientifiques qui ont travaillé avec nous. Encore une fois, comme vous savez, dans notre pays, il y a des approximations en matière de chiffres. Même ce que vous appelez la scientifique, ça peut être des sujets à discussion. Parce que les bases de départ en matière de chiffres posent problème. Mais au-delà, nous connaissons les problématiques. Nous savons que nous avons des problèmes structurels. On n'a pas besoin d'avoir un scientifique, je ne sais pas, masterclass pour nous dire que les enfants que nous avons formés en littérature, en lettres, en anglais, je n'ai rien contre ça, ne peuvent pas travailler dans les mines, ne peuvent pas faire l'agriculture.
On n'a pas besoin de scientifique pour ça. C'est un constat qui est là et nous pouvons nous dire il faut corriger. Maintenant, la science intervient pour répondre à une grande question. C'est la question comment. Parce que tout le monde peut avoir des bonnes intentions. Mais la façon de les faire, ça pose problème. Un programme comme celui que je vous annonce là, le concours national des plans d'affaires, simplifié aujourd'hui, au moment où nous parlons, il est entre les mains des professeurs d'université qui sont en train de faire toutes les projections. C'est des scientifiques, des économistes, avec des calculs précis. Donc, pas de problème. Vous allez voir quand il va être publié, c'est totalement scientifique. Et il est aussi facile à comprendre parce qu'on peut l'expliquer en français facile. Économie qui mette la science à l'avant-garde. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que plus qu'hier, même les commerces, c'est les commerces du savoir. Donc, c'est les commerces dans lesquels la science vient nous donner la porte de la plus-value. Si vous êtes toujours dans les commerces des bruts et des produits primaires, ben vous allez les vendre à vil prix. Celui qui va y rajouter de la connaissance et de l'intelligence va vous ramener les mêmes produits 15 millions de fois plus cher. Prenez les cas, les avions, les téléphones, tout ça, c'est des matières premières qui partent d'ici. Quand ça vous revient sous forme d'iPhone, ça coûte combien? C'est l'intelligence qui est rémunérée. Mais nous sommes en train de commencer un programme qui est fondé sur l'innovation. Déjà, aller dans nos contrées pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire. Est-ce que vous ne pouvez pas fabriquer du savon ici? C'est déjà la connaissance. Nous voulons qu'il y ait une plus-value sur nos matières. Et donc, nous sommes conscients du fait que, même au niveau institutionnel, nous devons changer des choses. Est-ce que vous avez une idée des conflits qu'il y a sur la propriété intellectuelle dans le monde, ou la propriété industrielle? Quelqu'un qui fabrique, qui a conçu les essuie-glaces non automatisés, qui entre en conflit avec celui qui a construit des essuie-glaces automatisés. L'un est en Chine, l'autre aux États-Unis. On fait comment pour trancher? Antériorité des dépôts en termes de protection. Et donc, attention, avec des questions liées à la connaissance, nous en sommes conscients. Et nous pensons qu'il faut y aller étape par étape. C'est très important aussi d'amener la société dans un changement qui soit programmatique, pas dans une espèce de rupture totale. C'est pour ça qu'il faut tenir compte de la ruralité. Il faut tenir compte aussi, bien sûr, de la compétitivité. Parce qu'on est pays, mais on est en compétition avec les autres. Il y a des choses que nous pouvons faire. On ne peut pas peut-être les dire ici. Il y a des pays qui se sont développés grâce à l'espionnage technologique, vous le savez. Et donc, nous avons des professeurs ici que nous utilisons. Dans cette table ronde, ils avaient toute une cellule AI. Et ils sont encore en train de travailler pendant que nous parlons. Alors, principal problème, chômage des masses. On s'est plus focalisé sur les jeunes, pas sur les adultes. Alors, ça, c'est possible. Mais toutes les mesures, quand vous les regardez, elles ne concernent pas que les jeunes. Quand je parle aujourd'hui des 3C, mais je parle des mamans, je parle même des les porteurs de projets. Je n'ai même pas évoqué la question d'âge. Un porteur de projet, si votre projet est pertinent, et il se fait que vous avez 99 ans, mais votre projet est pertinent, on va se demander comment vous avez fait. Mais nous, on va retenir ce projet, on va peut-être vous dire, attention, cédez la main à quelqu'un d'autre qui va le porter, parce qu'il est pertinent. C'est la conception que nous regardons. Et donc, nous sommes dans vraiment les savoirs. Qu'est-ce qui fait qu'on retienne les projets? Ce n'est pas l'âge, c'est les savoirs. Alors, est-ce que les adultes sont discriminés? Pas du tout, parce qu'ils étaient aussi là. Tous les 475 participants, il n'y avait pas que des jeunes, il y avait des adultes. Et nous pensons que il y a les ministres, peut-être délégués aux anciens combattants, oui, qui a même demandé de participer. Il y a des ministres qui veulent qu'on puisse prendre même ceux qui ont combattu. Je suppose que ceux qui ont été au front, ben, ils ont déjà dépassé un certain âge. Si on doit les recycler et tout ça. Donc tout ça, ça fait que
c'est juste parce que c'est 65% de la population que nous disons non. Et cette tranche de la population a une particularité, c'est le dynamisme. Parce que notre première richesse, c'est notre jeunesse. Donc, il faut investir dans notre jeunesse. Et nous pensons que les gens qui vont répondre vite, ce sont ces jeunes-là qui sont à la recherche d'emploi. La plupart d'adultes, parfois, ils sont déjà dans un cursus professionnel. Voilà pourquoi nous disons, même les histoires d'avancement en grade. Vous savez aujourd'hui aussi qu'un DG qui arrive dans une entreprise, il prend son fils et tout de suite il passe des grades de recrutement fondés de pouvoir, vous le savez. Ce sont les adultes qui crient. Ceux qui ont commencé avant qui crient. Lorsqu'on dit on va faire que ça cesse, c'est au profit de qui? De ces adultes qui crient. Il y a un jeune qui a été privilégié et les adultes crient et donc les adultes désormais vont applaudir. Alors pour ce qui concerne les chiffres, vous avez raison, moi j'ai des chiffres. J'ai des chiffres qui sont plus ou moins déjà là, approximatifs, mais je ne peux pas les communiquer parce que nous avons dit, depuis la table ronde, que nous allons réserver cette primaire au chef. Des chiffres que vous avez obtenus notamment en identifiant d'autres canaux de financement qui ne viendra pas que du Trésor public. Voilà, tout ce qui est programme présidentiel. Vous voyez, c'est un programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. En plus, il a été déclaré sous forme de pacte. Vous avez entendu ça. Le président lui-même a parlé d'un pacte pour un peu suggérer les côtés spirituels de la chose. C'est un pacte. les côtés spirituels, monsieur le ministre. On va prendre la question de monsieur Lac. S'il vous plaît, allez-y droit au but pour nous permettre de faire une économie de temps aussi. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre, permettez-moi de revenir sur la dernière question des chiffres. Vous avez réuni 475 jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous avez évalué l'ensemble des projets de ces 475 jeunes entrepreneurs et l'évaluation vous donne quel chiffre? Je ne suis pas dans les chiffres prévus par le chef de l'État. Deuxième question. Monsieur le ministre, vous parlez de FOGEC. Et pourquoi pas une banque d'investissement? Puisque la RDC souffre dans ce secteur-là. Il n'y a pas de banque d'investissement. Dernière question. Y a-t-il une loi qui gère le contenu d'entrepreneurs congolais? Merci. Qui gère le contenu d'entrepreneurs congolais. Soyez un peu plus précis. Parce que l'entrepreneur congolais produit, est-ce qu'il y a-t-il une loi qui encadre cela? Allez-y, monsieur le ministre, directement. Des problématiques. Et les ateliers étaient orientés dans des thématiques précises. Et ce n'est pas chacun qui dit « moi j'ai tel projet ». Les questions sont d'abord des questions d'ensemble, des questions d'approche. Et c'est sur ces questions-là qu'on a réfléchi. Il y en a certainement qui ont des projets, peut-être qui en ont parlé, mais notre objectif n'était pas de recenser les projets de tous les participants. D'autant plus que nous parlons et de la formation professionnelle et de l'emploi. Mais quand formation professionnelle, il porte quel projet? Il va étudier. Emploi, il va travailler, il va être employé. Il n'a pas de projet. Mais quand il veut entreprendre, il peut avoir un projet. Donc on a abordé toutes les questions de manière thématisée. Si je puis ainsi m'exprimer, je ne peux pas les compter. Mais le grand projet, les différents grands projets qui font partie du programme présidentiel, eux, ils sont évalués en termes de coûts et il y a une loi de financement de ces projets qui est en route. Donc, c'est des financements qui vont allier et les gouvernements, qui vont aligner les gouvernements, les trésors publics. Nous allons avoir aussi une coalition multibailleurs et nous aurons d'autres pistes de financement. Alors, ne m'amenez pas trop sur ça. Alors, pourquoi les FOGEC? Pourquoi pas une banque d'investissement? Vous savez, une banque, par principe,
c'est une initiative privée, par principe. L'État peut aussi exceptionnellement initier, mais la banque de l'État, c'est la banque centrale. Mais une banque commerciale, qu'elle soit d'investissement, en principe, elle est comme ça. Donc il faut déjà qu'il y ait des conditions qui permettent à ce que même les privés, eux-mêmes, ils initient une banque pareille. Maintenant, si c'est l'État qui peut le faire, j'imagine que le côté secteur banque a quand même un responsable gouvernement qui pourrait peut-être être en train de travailler sur ça. Mais ce qui est important à savoir, pourquoi les FOGEC? Parce que nous avons voulu résoudre d'abord le problème de garantie d'accès. Une banque d'investissement, je suppose qu'elle va être là pour financer les investissements. Même s'il faut financer les investissements, mon frère, ça reste une banque qui a des ratios et qui a des règles prudentielles, qui va se ménager, qui va dire pour que je mette ça, il faut que j'ai la garantie que ça va revenir. Donc le problème de garantie d'accès au financement restera. Les gens ont cru qu'avec FPI, ça va être le contraire. FPI demande aussi des garanties. Peut-être au niveau des taux d'intérêt, c'est différent, mais toute banque, même la Banque mondiale, elle demande des garanties. C'est pour ça que vous avez des conditionnalités, des mises en œuvre, des règles de ceci. C'est des garanties, ça reste des banques. Est-ce qu'on est d'accord? Alors maintenant, loi qui gère les contenus des entrepreneurs. J'ai compris que c'est la loi qui régit l'activité de l'entrepreneuriat. C'est ça. Nous avons une ordonnance loi qui est sortie en 2022, en septembre, qui est là, dont nous sommes en train de rédiger très très vite les mesures d'exécution. Les ministres. Cette loi-là est sur l'entrepreneuriat et sur les start-up en termes de promotion. J'ai rencontré des jeunes qui m'ont dit qu'ils avaient des start-up. J'ai dit, vous avez des start-up? Il dit oui. Ah bon? Comment vous avez fait? Non. Sur le plan numérique, on a créé ça. Moi, je dis, mais qu'est-ce que la loi dit pour que ça soit une start-up? Il y a tout un comité de labellisation des start-up qui n'est pas encore installé. Nous sommes en train de travailler à sa naissance. Mais les Congolais ont déjà des start-up, mais qui ne sont pas labellisées. Or, si elles sont labellisées, mais les avantages fiscaux en termes d'allègement, les avantages du côté administratif sont énormes. Nous allons vulgariser avec le ministre toutes ces lois pour que vous compreniez c'est quoi une start-up et pourquoi il faut aller vers la labellisation. Parce que ça vous ouvre la porte à beaucoup de choses. Et même en termes de marché, tout ça n'est pas connu, mais pourtant, c'est depuis 2022 que ces lois sont là. Les faits précèdent les lois. Je me souviens que quand parlementaire, on avait beaucoup travaillé sur ces sujets. Alors, Monsieur le Ministre, peut-être qu'on va, en tout cas lorsqu'il sera 20h, on pourra laisser place au journal, on continuera avec quelques questions pour être plus précis. Mais Monsieur le Ministre, vous avez parlé du FOGEC. Lorsqu'on parle des PME, on parle de FOGEC, on parle d'un APEX, on parle d'un RSP. Est-ce que de manière brève, vous pouvez nous dire c'est quoi la fonctionnalité de chacune de ces structures? Alors, comme je l'ai déjà dit, le FOGEC, c'est vraiment le fonds de garantie de l'entrepreneur. Mais garantie face à qui? Face aux banques. Ça veut dire aujourd'hui, X personnes a un projet d'entrepreneuriat. Nous disons, pour nous, il faut passer par les 3C. Cette personne va être formée par l'ANADEC. Si ce n'est pas l'ANADEC, elle va passer par un incubateur, mais qui est agréé par l'ANADEC. Parce que l'ANADEC a la spécialité en matière de capacitation. FOGEC, lorsqu'il voit que la personne a été formée par l'ANADEC et que donc elle est devenue propice à recevoir un crédit, FOGEC va l'accompagner auprès du système bancaire. Il va dire à la banque, donnez-lui les crédits. Il a été formé, son business plan est pertinent et nous allons suivre. Et donc FOGEC va s'engager en poussant la personne à rembourser. Si jamais cette personne n'arrivait pas à rembourser, évidemment, le garant sera appelé à la cause. Maintenant, si on franchit ça, tout est en cohérence. Je note à l'intention de nous tous que c'est le modèle sur lequel la Chine a fait son enjambée commerciale. Ces modèles ici. Et donc, quand vous franchissez, et d'ailleurs c'est le modèle des États-Unis actuellement,
quand vous franchissez la garantie, vous avez les crédits, vous avez maintenant des questionnements sur l'accès au marché. Où vous avez des géants qui ont toutes les garanties, qui ont tout, parce que là aussi, il y a des conditionnalités pour accéder au marché. Et donc, je vous dis, dans ces cas, on ne va pas rivaliser avec ces grandes entreprises, souvent des classes mondiales. On va faire quoi? Ces entreprises amènent les marchés, mais elles doivent sous-traiter une partie de ces marchés au profit des PME et des droits congolais qui se recherchent. Et donc, si on est dans les secteurs miniers aujourd'hui, on va faire, je ne sais pas, on est à la phase, je ne sais pas, comment vous appelez des termes techniques, on doit creuser, on doit faire je ne sais quoi. Mais est-ce qu'il faut forcément que l'entreprise qui va amener les engins pour transporter je ne sais quoi, ou même pour transporter les cuivres, il faut que cette entreprise-là nous vienne de l'étranger? Est-ce qu'un Congolais ne peut pas avoir des camions pour transporter les cuivres? Mais c'est pour ça qu'on dit, voilà, même si vous avez des gros investissements, mais les côtés des transports, donnez ça aux Congolais. Si on doit nourrir dans une entreprise minière toute la main-d'œuvre qu'il y a là, souvent c'est par milliers, vous imaginez ce que ça peut faire par repas?